cette fantastique étude. Donc, par ordre alphabétique, donc j'aimerais reconnaître Valérie Desroches, Étienne Desimacé, moi-même, Lucilla Guerrero, Claude Normand, Gabrielle Normando, Marianne Poulain et Stéphanie Turgeon. Et on a été assistés par Isia Cloutier et puis Jeanne Sauvé. Donc, aujourd'hui, cette première présentation, comme j'indiquais, va adresser les résultats du sondage en ligne. Donc, on va débuter par une présentation de la pertinence de l'étude, adresser les objectifs, la méthodologie, comment on a procédé pour récolter les données, qui ont répondu à l'étude, et ensuite les résultats et puis l'interprétation. Donc, la pertinence de l'étude. On a constaté qu'il y avait une certaine incohérence dans les études pour nommer les participants en fonction de leurs préférences. Donc, soit que c'était centré sur la personne ou soit centré sur l'identité en fonction si la personne présentait ou non l'autisme. Donc, suivant cette incohérence-là, il y a aussi une remise en question du modèle médical qui est de plus en plus verbalisé par la communauté autiste. Puis enfin, cette remise de question du modèle médical entraîne aussi une remise en question de l'approche d'intervention centrée sur la réduction des traits autistiques. C'est-à-dire qu'on intervient davantage pour améliorer la qualité de vie et soutenir l'adaptation de la personne aux différents contextes et moins pour réduire les traits autistiques, comme certaines approches préconisent. Donc, avec ces mouvements, cette évolution dans la terminologie, dans les représentations, il y a eu plusieurs études anglophones qui ont été menées. Et puis, dans ces études, il y avait une préférence marquée pour l'identité en premier. Donc, les études rapportent pour la majorité, les études anglophones rapportent pour la majorité que c'est autistic person qui est souvent préféré par les répondants. Toutefois, il n'y avait pas d'unanimité à l'intérieur des répondants, à l'intérieur de chacun des groupes de répondants, soit que il y a 3 catégories, donc les personnes autistes, les parents et les intervenants. Il n'y avait pas d'unanimité à l'intérieur de chacun de ces groupes et il y avait beaucoup de distinctions entre les groupes. Donc, certaines études ont aussi proposé que plus la personne recevait un diagnostic à un âge avancé, plus elle endossait un vocabulaire qui est identité première, c'est-à-dire qui endossait les termes autistic person. Donc, avec la sémantique qui est différente en français, est-ce qu'on trouve les mêmes tendances dans les préférences? Il y a eu une étude récente qui a été menée pour la population francophone mondiale. Toutefois, c'était principalement des Français ou des Belges qui avaient répondu à ce sondage en ligne. Donc, il y avait 541 adultes autistes qui ont répondu à ce sondage et qui révèlent une préférence pour justement l'identité première, donc une formulation identité première, et une préférence aussi pour le modèle social du handicap. Des termes simples, précis et validés qui étaient relevés dans les commentaires de ces répondants. Donc, ces résultats francophones étaient quand même compatibles par rapport aux préférences qui étaient relevées par les études anglophones. Mais la culture joue un grand rôle aussi dans nos représentations et dans nos choix de vocabulaire. Nous trouvions pertinent de mener une étude propre à notre pays. Ainsi, les objectifs de notre étude, c'était en premier de sonder la population adulte francophone canadienne concernée par l'autisme sur la terminologie la plus appropriée. Et puis ensuite, d'identifier les termes à éviter afin de réduire le vécu de préjudice. Et le dernier, favoriser l'acceptation sociale de l'autisme par l'utilisation d'un langage qui est non stigmatisant et qui respecte les préférences des personnes concernées. Je prends maintenant la parole pour la partie de la méthodologie. Donc, tout d'abord, le sondage qu'on a utilisé s'est inspiré d'une étude qui a été effectuée par Burry et ses collaborateurs en 2020. Burry s'est intéressé aux préférences en terminologie des personnes autistes
des personnes concernées par l'autisme de la population australienne. Puis, on a eu quelques échanges avec M. Berry pour lui demander, dans le fond, quelle modification on pourrait apporter à son sondage qui ferait en sorte qu'il serait plus adapté. Et suite à quelques échanges avec M. Berry, ces recommandations ont été apportées. Et puis ensuite, on a aussi fait une rétro-traduction. En quoi ça consiste? Dans le fond, on a pris son sondage qui était originalement en anglais, puis on l'a traduit en français. Donc ça a été effectué par les membres de l'équipe. Puis ensuite de ça, on a envoyé cette traduction-là à d'autres membres de l'équipe qui, eux, ont traduit du français à l'anglais cette fois-ci. Et puis, avec les deux versions anglaises, donc celle originalement en anglaise et celle rétro-traduite, on a pu comparer est-ce que les deux versions anglaises étaient semblables ou non. Puis, on a effectué quelques modifications à ce niveau-là afin de s'assurer que notre traduction était effectivement juste. Une fois que cette traduction-là du sondage de Berry a été effectuée, on a mis le sondage en ligne du 16 novembre 2022 au 9 mars. Donc, pour une durée d'environ 4 mois. Et puis, afin de faire mousser le recrutement, on a recruté par divers moyens. Notamment, on a envoyé notre affiche de recrutement à 166 organismes partout à travers le Canada. Donc, ce sont seulement les organismes francophones qui ont été contactés. Puis, un bon nombre d'entre eux ont accepté de relayer l'information par leur infolettre et surtout par leurs réseaux sociaux. On a autant recruté au Québec que dans les Maritimes, dans l'Ouest, etc. Et on a également recruté en faisant une publicité dans le journal local, puis en affichant dans les lieux publics. Suite au recrutement au niveau du sondage, on a également effectué quelques entretiens individuels qui a été le guide, dans le fond, des entretiens individuels a été effectué par des membres de l'équipe. Puis, il y a plusieurs thèmes qui ont été identifiés, comme vous voyez à l'écran, terminologie, identité autiste, etc. Puis, les résultats aux entretiens individuels vont être présentés demain par Marie-Hélène et Jeanne. Donc, je vous invite à être présents demain, ça va être super intéressant. Mais aujourd'hui, nous, on s'attarde vraiment aux résultats quantitatifs, donc les résultats du sondage. Donc, on a eu un total de 500 personnes qui ont consulté le sondage. Mais ici, on va vous présenter seulement les personnes qui ont consenti à l'étude, puis qui ont répondu à l'ensemble des questions. Donc, comme on voit, on a eu 328 personnes qui ont répondu à ces deux critères, dont près de la moitié étaient des personnes autistes. On a également beaucoup de professionnels et de parents qui ont participé au sondage. On a quelques membres de la famille et amis. Pour ce qui est de la catégorie en vert, donc les personnes qui ont de multiples identités, c'était souvent des parents et intervenants à la fois. Et dans la catégorie autre, on a retrouvé une chercheuse, une personne cadre et une professeure d'université. Comme on voit ici, il y a une très belle répartition au niveau de l'âge. Ça signifie qu'avec nos divers moyens de recrutement, on a réussi à joindre plusieurs générations. Donc, on a environ un 3/4 de personnes participantes qui se retrouvent entre 25 et 54 ans. Puis, au niveau de l'identité de genre, on a beaucoup de femmes qui sont présentes dans l'échantillon total, mais ça peut être influencé par le grand nombre de femmes qui se retrouvent dans la catégorie des personnes professionnelles, comme je vais vous décrire un petit peu plus tard. Parce que quand on s'attarde à la catégorie des personnes autistes, on voit effectivement qu'on a la moitié environ de femmes qui sont des personnes autistes dans les participants et participantes au sondage. Donc, on a une meilleure représentativité ici. Il y a également une belle diversité des genres qui s'est installée chez les personnes autistes. Et puis, au niveau de l'âge, encore une fois, on a une belle répartition de l'âge, un 3/4 des participants et participantes qui se retrouvent entre 25 et 34 ans.
Au niveau du diagnostic, on a environ 9 donc environ, c'était 13 participants autistes qui se sont autodiagnostiqués. Puis parmi celles et ceux qui ont reçu un diagnostic, on a près de 70 d'entre eux et elles qui ont reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou d'Asperger. Puis au niveau de l'âge, au moment du diagnostic, on a le 2/3 qui ont reçu leur diagnostic après leurs 18 ans. Donc, c'est quand même assez tardif comme âge. Au niveau des personnes professionnelles, on a 72 participants et participantes qui s'inséraient dans cette catégorie-là. On parle autant d'orthophonistes, d'éducateurs spécialisés, d'enseignants, enseignantes, de psychologues aussi. Puis comme on voit, encore une belle répartition au niveau de l'âge. Le 3/4 se situe entre 25 et 54 ans. Puis, c'est au niveau de l'identité de genre ici qu'on va voir qu'il y a une grande influence pour ce qui est de l'échantillon global. Là, on voit que plus du 3/4 sont des femmes chez les professionnels, ce qui est semblable avec d'autres études. On avait également 3 autres catégories, donc 58 parents qui ont répondu au sondage, 7 amis et membres de la famille, ainsi que 20 personnes ayant de multiples identités. Je vous le rappelle, c'était souvent des parents et intervenants à la fois qui s'inscrivaient dans cette catégorie-là. Puis on a environ, en moyenne, 90 qui étaient des femmes dans ces catégories-là. Et encore une fois, on a une belle répartition au niveau de l'âge. Maintenant, les résultats. Donc, pour l'ensemble des 328 participants et participantes, on constate que les 3 termes où il y a une forte préférence, c'est personnes autistes et personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, qui ont la plus forte proportion parmi l'échelle proposée. Donc, on voit aussi que personnes ayant un TSA, se situe aux 2 extrémités, donc il y a une bipolarité ici au niveau de la préférence. Donc, il y a aussi une forte proportion plus près du corps qui n'aiment pas du tout, et suivi de personnes sur le spectre de l'autisme, personnes avec autisme et personnes ayant une condition du spectre de l'autisme. Donc, ça ici, c'est pour toute catégorie de participants confondus. Maintenant, nous allons voir la préférence pour chacune des catégories. Donc, exactement, au niveau des diagrammes à bande, ça va nous permettre de voir les préférences en fonction de chaque catégorie. Donc, comme on voit à l'axe des X à l'horizontale, on voit nos 5 catégories. Puis ici, on va s'intéresser principalement à la colonne en fuchsia. Comme la flèche l'indique, c'est un terme, donc ici, on s'attend effectivement au terme personne autiste. Puis comme on voit dans les 5 catégories, c'est un terme qui est quand même aimé fortement par l'ensemble des catégories. Donc, ça semble faire l'unanimité chez les participants. Ici, je vous présente quelques extraits issus des commentaires explicatifs qui ont été laissés par les répondants et répondantes. Donc, on vous présente un échantillon d'extraits pour les 3 termes les plus endossés, soit personne autiste et personne ayant un TSA. Donc, ici, on a les extraits pour le terme personne autiste. Je vais en lire 2 avec vous. Donc, en orange, on voit un ou une participante qui dit que ce terme-là fait d'abord référence à la personne pour ensuite faire référence à sa condition sans mettre l'accent sur l'aspect trouble. Et puis, en bleu, on voit « car il ne laisse pas supposer que l'autisme est négatif ou problématique. Il met l'accent sur le fait qu'on est une personne et qu'on est aussi autiste. » Donc, en général, les participants et participantes nomment qu'ils aiment le thème personne autiste parce que ça nomme la personne d'abord pour ensuite décrire son identité et sa condition. Puis, il y a également beaucoup de participants et participantes qui ont nommé que le terme personne autiste, c'est simple, direct et logique. Ça dit ce que ça a à dire. Pour le terme autiste, on a une plus grande polarité entre les préférences. Donc, comme on voit chez les personnes autistes, c'est un terme qui est aimé fortement
par les personnes autistes, tandis que dans les autres catégories, donc professionnelles, amis, famille, comme on le voit en vert et en jaune, c'est moins apprécié. Donc, on voit que c'est ça, l'opinion est beaucoup plus divisée que pour le terme précédent qui était personne autiste. Encore une fois, je vous présente quelques extraits. Donc, on voit en vert qu'un ou une participante nomme que le terme autiste, il l'aime beaucoup parce que c'est celui auquel il s'identifie, il ou elle. Il ne dit pas que j'ai un trouble et il souligne que ça fait partie de mon identité. Et en rose, parce que l'autisme fait partie de mon identité au même titre que je suis blanc, séparé, grand et mince. Donc, en général, les participants et participantes nommaient que le terme autiste, c'est ce qui décrit le mieux qu'est-ce qu'ils sont. Donc, une personne autiste. Puis, ça reste aussi clair, concis et juste, encore une fois. Donc, autiste, c'est un bon terme parce que ça mentionne que c'est l'identité de la personne elle-même, puis c'est pas quelque chose qu'elle a, mais c'est quelque chose qu'elle est. Maintenant, pour le terme personne ayant un TSA, on remarque que c'est un terme qui n'est pas du tout apprécié des personnes autistes, comme on voit en vert, mais à l'inverse, c'est un terme qui est très apprécié des professionnels. Ce résultat-là pourrait être expliqué par le fait que les personnes professionnelles reçoivent une formation académique qui se base beaucoup sur le modèle médical. Cependant, on aurait tout avantage à écouter les préférences des personnes autistes lorsqu'on parle d'elles ou qu'on s'adresse à elles, plutôt que d'utiliser un terme qui est endossé par notre formation académique. Au niveau des extraits, je tiens à dire que les extraits que j'ai mis à l'écran sont tous tirés de la participation des personnes professionnelles seulement et non des personnes autistes, parce que c'est les personnes professionnelles qui ont endossé majoritairement le terme personne ayant un TSA. Donc, en bleu, on voit un ou une professionnelle qui dit qu'il aime ce terme-là parce qu'il illustre qu'il y a une variation de personnes qui peuvent être sur le spectre de l'autisme, mais que ce n'est pas uniquement ce qui les définit. Ça ne les réduit pas non plus à un diagnostic. En vert, on voit parce qu'elle ne définit pas la personne par son trouble. C'est une personne ayant un TSA, mais ça laisse la place à la personne d'être autre chose aussi. Une mère, un père, un travailleur, une artiste, etc. Donc, en général, les intervenants, intervenantes et professionnels aiment le terme personne ayant un trouble du spectre de l'autisme parce que, selon eux, ça décrit bien l'autisme et aussi parce que c'est un terme qui est souvent employé dans leur milieu de travail. Donc, c'est un peu une question d'habitude. Puis, il y a beaucoup de participants aussi qui ont nommé que ça illustrait bien, selon eux, la diversité des particularités qu'on peut retrouver chez les personnes autistes de par le mot spectre. Ici, on voit le niveau de préférence du terme personne sur le spectre de l'autisme. Donc, comme on voit dans les bandes jaunes et vertes, ce n'est pas un terme qui est vraiment apprécié par la majorité des participants et participantes, et ce, dans toutes catégories confondues. Pour ce qui est du terme personne avec autisme, encore une fois, ce n'est pas un terme qui est apprécié par la majorité et encore moins par les personnes autistes. Puis Stéphanie, plus tard, va vous expliquer pourquoi c'est un terme qui n'est pas vraiment apprécié. Et finalement, pour ce qui est du dernier terme, on a personne ayant une condition du spectre de l'autisme. C'est le terme qui a été le moins endossé par toutes les catégories. Comme on le voit en vert, c'est un terme qui n'est pas du tout apprécié dans toutes les catégories. Il était aussi possible de laisser en commentaire d'autres termes que nous n'avions pas soulevés dans le sondage. Donc, il y a 91 personnes répondantes parmi 328, c'est-à-dire environ 28 qui ont proposé d'autres termes. Ici, dans le nuage de mots, plus que le mot apparaît, donc plus qui a été proposé dans ces commentaires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ 21 propositions qui rapportaient le mot Asperger, autisme de type Asperger ou syndrome d'Asperger.
Il y a aussi 13 propositions qui étaient de ASPI, 14 qui proposaient neurodivergent ou neurodivergente. Et puis, il y avait 7 qui proposaient neuroaffirmatif ou neuroaffirmative, 3 neuroatypiques, 2 neuroqueer et 2 personnes à besoins particuliers, puis il y avait d'autres propositions uniques. Donc, maintenant, nous allons adresser, on demandait aux gens aussi d'indiquer le niveau d'offense envers 6 différents termes. Donc, les termes qu'on voyait le plus souvent les termes ont été choisis sur la base que c'était ces termes qu'on voyait le plus souvent dans la littérature. Puis, c'était littérature scientifique et puis littérature grise aussi, là, les différents guides qui étaient disponibles sur Internet qu'on a consultés. Et c'était aussi des termes qui étaient proposés par les membres de l'équipe en fonction de leur qu'est-ce qu'ils entendaient dans leur environnement. Donc, ici, on voit qu'il n'y a rien d'extrêmement offensant dans la colonne qui est juste ici. Donc, rien d'extrêmement offensant. Mais personnes avec autisme et ayant une condition du spectre de l'autisme apparaissent comme étant plus offensants ici, juste ici. Donc, c'est eux qui ont une plus grosse proportion de personnes. Puis ici, c'est les réponses offertes par les personnes autistes qu'on a soulevées comme pour aujourd'hui. Donc, on peut interpréter la dispersion des résultats sous la présence d'une tolérance de la part des personnes autistes dans le choix de termes employés par les autres. Encore une fois, nous avons les personnes qui ont classé les termes, on leur a demandé de classer les termes en fonction de leur niveau de préférence. Cet exercice imposait de faire un choix en priorisant un terme par rapport à un autre. Donc, comparativement à la question précédente, c'est qu'ils pouvaient coter la même réponse pour les 6 choix. Ici, il fallait placer un choix de terme par rapport à un autre, donc le prioriser. Et puis, dans cette question, les personnes étaient invitées à expliquer leur classement. Donc, pourquoi ce terme était jugé comme étant le plus offensant comparativement aux autres. En fonction des commentaires laissés par les participants, encore une fois, il y a eu beaucoup de participants qui ont laissé de commentaires, il y avait 5 grandes raisons. On peut regrouper les commentaires dans 5 grandes raisons. La première, c'est qu'ils ne sont pas vraiment offensés par les termes, c'est juste que c'est une moins grande préférence. La deuxième raison, c'est qu'il y a d'autres termes comme troubles et conditions qui apparaissent dans le vocabulaire qui, eux, sont stigmatisants ou pathologisants. Et puis, je me permets de lire un extrait qui est à l'image de la majorité des extraits qui étaient rapportés dans cette catégorie-là. Je déteste qu'on qualifie mon état de trouble. J'ai une différence neurologique qui fait que je suis moins adaptée à la société de la majorité neurologique. Donc, dans la troisième catégorie, il y avait, c'était regroupé sur l'autisme ne peut pas être retiré ou déposé comme si c'était un objet. Donc, dans cet extrait qui illustre bien cette catégorie de réponse, je propose, ça fait partie de moi. Ce n'est pas quelque chose qui m'accompagne ou non. C'est, selon moi, une euphémisation qui reflète une fausse tolérance ou une bienveillance. Et enfin, la quatrième catégorie, qui, dans les commentaires, on voyait que le choix de terme ne considérait pas le contexte, était moins spécifique, vague, trop long ou trop compliqué à dire. Donc, c'est un extrait qui reflète cette catégorie de raisons évoquées pour classer le niveau d'offense, c'est que ça crée trop de confusion quant à l'aspect trop technique ou prétendu respectueux. Trop long et personne ne va comprendre c'est quoi un CSA. Ou prendre au sérieux c'est quoi un CSA. Désolée, j'ai mal cité. Ou même savoir ce que c'est. Et enfin, la cinquième raison, c'est que le terme peut être employé comme une insulte, être péjoratif et peu nuancé ou simpliste. Donc ici, c'était surtout le terme autiste que les personnes avaient dans ces commentaires, donc quand ils précisaient le terme autiste. Car il réfère seulement à la condition, pas à la personne. L'identité d'une personne autiste inclut plein d'aspects, pas seulement l'autisme. Et j'aimerais rappeler ici
bien que cette citation est très similaire à la citation d'une personne intervenante, ici, on a juste évoqué les raisons mentionnées par les personnes autistes dans leur classement de termes d'offense. Enfin, il y avait aussi la possibilité de laisser des suggestions de d'autres termes qui seraient à éviter à tout prix. Donc, ces commentaires sont vraiment riches en données qualitatives et ils pourront s'ajouter aux données récoltées lors des entretiens qui seront abordés demain dans notre partie de la conférence sur les entretiens que Marie-Hélène et Jade présenteront. Donc, les autres termes à éviter, c'est d'utiliser TSA en nom commun, comme dire un TSA, ou en adjectif, comme dire un élève TSA. Éviter évidemment les termes atteints, souffrant, vivant avec. Les niveaux aussi, de dire que la personne est l'autisme est de bas niveau ou de haut niveau. Et puis, certains proposaient aussi d'éviter le terme Asperger. Maintenant, au niveau de l'interprétation, donc une fois qu'on a récolté toutes ces données quantitatives, il a fallu leur donner un sens. C'est ce qu'on a fait. Donc, tout d'abord, pour les termes les plus endossés par les personnes autistes elles-mêmes, il y avait les termes personnes autistes et autistes. Donc, c'est vraiment les termes qui seraient à privilégier. Au niveau du terme personne ayant un trouble du spectre de l'autisme, c'était le terme qui était le plus endossé par les personnes professionnelles, par les amis et membres de la famille, par les parents, ainsi que par les personnes qui avaient de multiples identités. Pour ce qui est des autres termes proposés comme personne sur le spectre de l'autisme, personne avec autisme ou ayant une condition du spectre de l'autisme, c'était des termes qui étaient peu ou pas appréciés du tout par l'ensemble des participants. Et puis, de manière générale, la plupart des participants n'aiment pas du tout le terme condition du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment, c'était unanime à ce niveau-là. Donc, en résumé, selon le niveau de préférence, il y a une prise de distance qu'on voit dans le domaine médical. Donc, une moins grande préférence pour le terme qui emploie TSA. On voit une préférence pour le terme qui nomme l'identité de la personne d'abord, c'est-à-dire personne autiste ou autiste. Et ça aussi, c'est très reflété dans les commentaires qui nomment qu'ils sont une personne d'abord. Et puis que l'autisme fait partie de leur identité. Et enfin, on voit bien qu'il y a une diversité de paroles et ça demande donc une grande flexibilité et une grande ouverture de la part de tous pour communiquer de manière respectueuse et non stigmatisante. Il y a une personne qui a laissé en commentaire un extrait c'est une recommandation que j'aimerais mettre en lumière. Et ça se lit comme suit. Lorsque les gens parlent de personnes autistes en tant que groupe, merci de respecter la terminologie préférée par la majorité des membres de la communauté. Si vous parlez d'une personne en particulier ou avec cette personne, respectez la formulation que cette personne précisément préfère. Si vous ne savez pas quelle formulation cette personne précise préfère et qu'elle n'est pas présente pour que vous lui demandez, alors il faut utiliser la formulation préférée par la majorité de la communauté autiste. Donc, cette recommandation met vraiment en lumière la préférence qu'on devrait, en fait, la posture qu'on devrait opter pour communiquer, parler de l'autisme de manière respectueuse. Donc, la majorité des personnes concernées préfèrent personnes autistes et autistes. Et sinon quoi, on voit une grande variabilité en fonction des différents vécus, des différentes caractéristiques, et ça, on pourrait le faire dans nos analyses plus approfondies. Donc, c'est aussi que lorsque tu parles avec ou que tu parles d'une personne, par exemple, en intervention, quand on fait un plan d'intervention, ben, tu utilises le terme que cette personne demande. Donc, on vous remercie pour votre attention. Et maintenant, c'est la prochaine présentation. Merci beaucoup, Mme Fecteau et Cloutier. Ce que je retiens de votre présentation, en fait, c'est non seulement qu'on doit favoriser les termes personnes autistes et autistes,
mais de d'abord s'adresser évidemment à la personne pour lui demander sa préférence et de la respecter. Donc, même si ça diffère de ce qui ressort du sondage, c'est de respecter la personne. Et puis, il ne faut jamais oublier aussi qu'on a tous et toutes des prénoms et que d'abord, peut-être que le prénom, c'est une excellente idée avant de demander si la personne a une condition ou même chose que si on me demandait d'entrée de jeu si j'ai un diagnostic ou si je suis mariée ou divorcée, je réagirais un peu. Donc, d'abord, essayer de connaître la personne et ensuite aller vers la terminologie. Mais si on a à l'utiliser, favoriser personnes autistes et autistes, c'est ce que les personnes les plus concernées avaient à dire. Donc, merci beaucoup pour ces résultats-là. Je repasse la parole à Stéphanie pour présenter la prochaine conférence. Et n'oubliez pas que la période de questions sera après la conférence numéro 2.